de la compte. Salut à tous, samedi 12h45, plus clair, bienvenue pour toute l'actu média, les images, nos enquêtes, les coulisses et bien sûr nos invités. Au sommaire aujourd'hui, nous commencerons avec l'essentiel de l'infomédia en images et en 5 minutes. C'est notre Média Mix avec cette semaine dans l'actu. Coup de tonnerre à Europe 1, le patron Jean-Pierre Elkabbach s'en va. À quelques jours de la finale de la Nouvelle Star, déjà l'heure du bilan et déception pour M6. Le gagnant de l'Eurovision à Paris, télé, radio, il était partout, c'était lundi et nous l'avons suivi. Les premières images de la rescapée, Natacha Kampusch, devenue une star de la télévision autrichienne. Dans les coulisses d'un Roland-Garros très pluvieux, nos caméras se sont faufilées dans les allées de la Porte d'Auteuil, 80e année et une couverture média sans précédent. Sur le plateau de Plus Clair, Guillaume Durand, une nouvelle émission sur France Télévisions, un nouveau patron sur Europe 1, beaucoup de changements. Comment le vit-il? Qu'en pense-t-il? Nous allons lui demander. Nous recevons également PPDA, le pape du 20h. Il est aussi celui des émissions littéraires sur TF1. Gardien du livre depuis 20 ans, il viendra nous parler de ses 2 derniers ouvrages et de sa chaîne TF1. Et bien sûr, vos autres rendez-vous, le zapping, l'ITV Télé, cette semaine Stéphane Guillon, Sébastien Follin, la Webzone, une télé des voisins très dénudée et un observatoire des séries qui ne l'est pas moins. Avec Swingtown, CBS tente l'échangisme à une heure de grande écoute, c'est chaud. Voilà pour le menu et on commence tout de suite avec l'actu de la semaine, résumé et mixé par Plus Clair, c'est le Média Mix, préparé par Laetitia Krupa et Théodore Bourdeau. C'est parti. Le gros gadin de la semaine, c'est... Grande demi-finale de la Nouvelle Star. Avec 3,2 millions de téléspectateurs, le télécrochet d'M6 a récolté la plus mauvaise audience d'une saison très décevante. On a une baisse sur les diffusions en prime time depuis le début de la saison de 600 000 téléspectateurs. Pourtant, mercredi soir, la production avait mis le paquet. Un public décolleté, quelques plans volés et une Lio au top du chic. Tu veux dire que chez mes règles, ce n'est pas le cas, chérie. Mais cette année, ce qui sauve les audiences de la Nouvelle Star, c'est la rediffusion du samedi après-midi. Si on additionne l'ensemble des diffusions hertziennes de la Nouvelle Star cette année, on peut même dire que la Nouvelle Star est en progression par rapport à l'année dernière, une progression très légère mais de 3% quand même. Mercredi prochain, pour le dernier prime, Benjamin et Amandine seront en finale. Lundi, le site internet du Point jetait un pavé dans la mare d'Europe 1 en annonçant avant tout le monde le départ de Jean-Pierre Elkabbach. Et l'auteur de ce scoop, c'est Emmanuel Beretta. Il a été prévenu au cours du week-end par Arnaud Lagardère. Il n'a pas très bien vécu d'apprendre qu'il ne serait plus président d'Europe 1. Il a été soulagé d'apprendre qu'il conservait son émission. L'information a été confirmée le lendemain. Sont en cause une audience en baisse depuis 4 ans, un faux pas, l'annonce de la mort de Pascal Sevran et des relations compliquées avec la rédaction. Je crois que c'est un grand soliste, pas forcément un grand chef d'orchestre. Et la rédaction s'est soulevée à plusieurs reprises au cours de l'année. Il y a des grandes signatures qui sont parties parce qu'il y avait des chocs des égos. C'est Alexandre Bompard, patron des sports à Canal+, qui remplacera Jean-Pierre Elkabbach début juillet. À 35 ans, cet énarque a la lourde tâche de repenser la station de A à Z. Est-ce qu'il en fait une radio haut de gamme d'infos comme elle l'a toujours été? À partir de là, on verra. Et les premiers recrutements qu'il va faire vont donner le ton de la radio qu'il veut mettre en place. En attendant, Europe 1 cherche toujours le présentateur de sa matinale. On parle de Thomas Hugues ou de Pascal Clark, dont l'émission Un café, l'addition s'arrête sur Canal+. Ils avaient prévenu, mercredi, ils l'ont fait. Les parlementaires socialistes ont claqué la porte de la commission Copé chargée de réfléchir à la nouvelle télé publique sans pub. Les dés étaient pipés, on sait que nous travaillons bien dans cette commission, mais que les décisions seront prises par des petits déjeuners entre M. Sarkozy et Jean-François Copé. Donc franchement, ça nous intéresse moyennement. Pourtant, Nicolas Sarkozy aurait depuis fait volte-face en se déclarant favorable à l'indexation de la redevance sur l'inflation. C'est pas un problème de redevance, c'est un problème général. Est-ce que nous avons les moyens de nous priver de 900 millions de publicité? La réponse est non. Jeudi soir, dans le Grand Journal, réponse du berger à la bergère. Tant pis, vous avez beau être constructif, vous avez beau avoir plaisir à travailler de manière non partisane à l'avenir de la télé, quand même, vous dégagez parce que vous comprenez, c'est ennuyeux de travailler avec la droite. Mais les socialistes ont aussi d'autres raisons d'être remontés. Le problème de la publicité était un faux problème, à moins que
à moins que ça soit absolument nécessaire pour TF1, et dans ce cas-là, il fallait nous le dire tout de suite. Pour les 2 semaines qui lui restent avant la remise de son rapport à Nicolas Sarkozy, la commission Copé n'a donc plus aucun parlementaire de gauche. Les sénateurs communistes, eux aussi, se sont désistés. Cette semaine, c'est vrai que les chaînes privées ont été gâtées. Leur bonne fée s'appelle Christine Albanel. À la une aujourd'hui, M6, une action qui signe la plus forte hausse du SRD, plus 6,3%. Une action qui profite des propos de la ministre de la Culture et de la Communication. Mardi, dans une interview donnée au quotidien Les Échos, la ministre a annoncé pour les chaînes commerciales une 2e coupure pub, un passage de 6 à 9 minutes de pub par heure et un assouplissement des règles du marché. Une pilule amère pour le service public, des ressources supplémentaires pour le privé. Ça arrive à un niveau global potentiel supplémentaire de l'ordre de 435 millions d'euros nets. Et c'est TF1 qui pourrait en profiter le plus en confortant sa position de leader sur le marché publicitaire. Certaines mesures pourraient passer dès cet été. La 2e coupure pub, elle, sera examinée dans la loi audiovisuelle prévue à l'automne. Le 24 mai dernier, souvenez-vous, le candidat russe remportait l'Eurovision haut la main. Lundi, pour sa tournée mondiale, il passait par Paris, entouré, attention, d'une garde rapprochée. Bonjour. Et la tournée média a commencé très tôt avec le 6-9 d'Énergie. Là, c'est vraiment beaucoup trop tôt pour moi. Pas matinal, dit Mabilane, mais déjà très en forme. Applaudissements pour Dima Bilane qui vient nous voir ce matin. Mais c'est sur Fun Radio, chez Koé, que Dima a tout donné. Si l'Eurovision continue à chaque fois à mettre des cas un peu marrants, ça risque de redevenir rigolo. Attention, il est de retour. Ambiance plus sereine à Europe 1, pourtant Jean-Marc Morandini est très enthousiaste. En exclusivité, ce matin, il est avec nous sur Europe 1. Oui bon, exclu, c'était quand même le 3e passage radio de la journée. La tournée du chanteur russe s'est terminée au Grand Journal et il était toujours en pleine forme. Dimanche, la jeune chaîne autrichienne Pulse 4 dégainait sa nouvelle présentatrice vedette, Natacha Kampusch. Bonsoir Niki Lauda. Il y a 2 ans, cette jeune femme avait fait le tour des JT du Monde. Kidnappée à l'âge de 8 ans, Natacha Kampusch avait réussi à s'échapper 10 ans plus tard, en 2006. Depuis longtemps, je voulais sortir du rôle d'objet médiatique, alors je me suis dit pourquoi pas la télé. Et son émission est basée sur un concept original, une interview où elle-même accepte de répondre aux questions de son invité. Pour sa première, Natacha Kampusch recevait Niki Lauda, l'ancien champion de Formule 1. Quand vous avez décidé de vous échapper, est-ce que c'est venu spontanément? Oui, j'y réfléchissais depuis longtemps, depuis mes 12 ans. Lui, il n'a pas pensé à moi quand il m'a kidnappée. Il m'a volé ma vie. Je suis sûre qu'il a pensé à me tuer plusieurs fois. Pulse 4 a programmé en tout 6 volets de ce talk mensuel et va s'offrir, mine de rien, la plus longue interview de Natacha Kampusch. Roland Garros, cette année, c'est pas mal de pluie, son défilé habituel de people, mais c'est surtout pour la 80e édition du tournoi des moyens exceptionnels déployés par France Télévisions pour couvrir l'événement. Nous étions porte d'Auteuil mardi, reportage de Julien Dugast. Roland Garros, c'est une compétition retransmise dans plus de 190 pays. En cumulé sur 15 jours, près de 2 milliards de téléspectateurs auront vu les images de Roland Garros tournées par France Télévisions. Du coup, on se demande, quoi de nouveau cette année pour les 80 ans de cette compétition mythique? Début de réponse avec le patron, le boss, le grand Manitou, le chef du service des sports à France Télé, Daniel Bilalian. La première chose, c'est que on est toujours là. C'est déjà un élément important. Effectivement, chaque année, il y a 2 choses. Il y a des nouveautés techniques et un allongement du volume de diffusion. Et la nouveauté cette année, c'est un Français en 2e semaine, Gaël Monfils. Grâce à lui, France Télé a battu des records d'audience, lundi par exemple. On a frisé les plus de 4 millions entre 20h et 20h30, ce qui au moment de la diffusion des principaux journaux télévisés est un élément très important d'audience. Oui, c'est un vrai succès. Sinon, comme tous les ans, Nelson Montfort pose toujours ses questions en version originale.
Just a word on your young opponent. Un mot sur votre jeune adversaire. Court toujours en coulisses. Il faut faire vite là. Sans oublier de toujours saluer tout le monde. Bonjour. En version originale, toujours. Que Rafael va a ganar. Ah, si. Yo pienso también. Hasta luego. Hasta la vista. Pendant que Nelson court, Lionel Chamoulot et Arnaud Butch commentent. On oublie le fait, Arnaud, que ce jeune homme n'a pas eu l'occasion très souvent dans sa jeune carrière d'être opposé à un des 3 ou 4 meilleurs joueurs du monde. Moi, je suis censé parler plus technique et parfois stratégie, mais il déborde sur son rôle parfois parce qu'il connaît le tennis maintenant. Alors, de temps en temps, il parle des choses que je suis censé dire. Le troublion de ce Roland-Garros 2008, c'est lui, Daniel Leclerc. Ils sont mandatés par la Fédération française de tennis. Et regardez, je participe à l'animation. Il y a jongleurs, il y a des clowns, il y a des magiciens. Ils sont là entre les matchs. Tous les gens peuvent les voir, peuvent les applaudir. Aujourd'hui, Daniel est aux anges. Il a réuni les joueurs français arrivés en 8e de finale en 1971. Ils étaient 5 en 8e de finale. Alors j'ai plaisir à vous les présenter. Patrice Dominguez, Georges Goven, Patrick Prozy, François Geoffrey et Pierre Barthès. Attention, grosse nouveauté en 2008, Laurent Luyat a un plateau tout neuf. Des écrans géants qui n'étaient pas là l'année dernière. 4 ici. Tout a été refait avec un jaune absolument magnifique, comme vous pouvez le voir, qui rappelle la balle de Roland-Garros. L'année passée, nous filmions Laurent bloquant ses feuilles avec des cailloux. Eh bien, il y a eu du changement. Le lendemain, j'avais ça. Donc merci, plus clair. Ah, si on peut rendre service. Hein. Là, j'ai un vieux télé 7 jours de 1978 où il y a la tête de Patrice Dominguez, voilà, qui était numéro 1 français à l'époque et qui est notre consultant maintenant. Et oui, Roland-Garros 2008, c'est aussi le retour de Patrice Dominguez comme consultant. Un consultant qui a une solution contre cette édition pluvieuse. Dans l'histoire de Roland-Garros, il y aura une autre page à écrire probablement un jour avec un cours, avec un toit rétractable, parce que c'est inéluctable. Il faut pouvoir garantir le spectacle. En attendant, France Télé peut dire merci à Gaël Monfils pour les audiences de cette semaine. La France, vue par les Américains, ça donne quoi? Eh bien, ça donne la semaine française sur CNN. 8 jours où la chaîne d'info la plus puissante du monde a posé ses caméras à Paris. Pourquoi cet intérêt? Il y a la présidence française de l'Union européenne le 1er juillet, mais il y a surtout le phénomène Sarkozy qui fascine les Américains. Direct, invité, débat et cliché aussi. Karima Hamzaoui était avec les journalistes de CNN. Pendant une semaine, CNN, la chaîne info américaine, a jeté un œil sur la planète France. Eye on France, c'est le titre de ses émissions quotidiennes en direct de Paris. Nous avons suivi 2 des journalistes les plus connus de la chaîne, Ala Gorani et Jim Bitterman. Ala Gorani qui dès lundi, place du Trocadéro, assurait les premiers duplex. I'm Ala Gorani live in Paris at the Trocadéro with behind me the Eiffel Tower. Ce soir, le lundi, on commence avec la Tour Eiffel. Demain, on sera ailleurs, on sera au Quai d'Orsay. À la fin de la semaine, on sera à l'Institut du monde arabe. Et CNN garde évidemment un œil sur l'actualité du jour. But over the last 24 hours, the big news here in France has been the death of Yves Saint Laurent. L'un des premiers invités en ce jour de deuil, Albert Elbaz, styliste chez Lanvin, qui a travaillé plusieurs années chez Yves Saint Laurent. Kind of a designer. I think I'd rather speak about him and I'd rather you ask me what kind of a man he was. And what kind of a man? A wonderful man. L'objectif de CNN pour ses émissions en direct de Paris, réussir à répondre à ces questions. Est-ce que la France change? Sinon, pourquoi? Si oui, dans quel sens? On veut aussi parler aux couturiers, aux sportifs, aux acteurs. On va parler à Danny Boone, Amélie Mauresmo, Marie Drucker. Toutes ces personnes, jeunes, plus âgées, de tous les milieux. Qu'est-ce qui se passe en France? Comment vous vous voyez, vous-même? Et ça, c'est ce qui nous intéresse. Et ce qui intéresse le monde aussi. Mercredi, direction les Invalides. Ici, d'habitude, pas de caméra, mais autorisation spéciale pour CNN qui reçoit ce soir, entre autres, des politiques. I do, Jim. I have Natalie Kosciusko-Morizet, who is the environmental minister for the French government. Environment has become a priority and a priority for action. Toutes les interviews des invités sont en anglais, alors forcément, même quand on est secrétaire d'État à l'écologie, en fin de direct, on a quelques doutes. My English loses in quality when the discussion is going on. Vous avez choisi un très joli coin là. Ça doit faire une belle image avec le. Oui. Et ça. Merci. Au revoir. Merci à vous. Ce concept d'émission qui se déplace est plus que rodé sur CNN. On a déjà fait Land. On a déjà fait la Chine, Eye on Hand. Et après ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On a pensé à la France. Pourquoi faire quelque chose sur la France? Vous ne la méritez pas?
Après la politique, la musique avec le chanteur Raphaël. Raphaël, thanks for being with us. We're going to listen to... Puis première impression. Qu'est-ce que ça fait un artiste français d'être interviewé par CNN? On a l'impression d'être un objet de folklore local. 8 minutes avant l'antenne, arrivée de Danny Boone. Seriously, hi, I'm Holland. Thanks for coming. I saw your movie on the plane. Oh, yes? Yes, on Air France. Little TV. Yeah, unfortunately, it was the little TV. Le direct est dans 45 seconds? Okay. Après, c'est nous. 30 seconds. Si je fais des fautes, vous me rattrapez. Oui, bien sûr. Welcome back, everyone. This is our special week, Eye on France. Well, there's one movie that was particularly successful in France called Bienvenue chez les Ch'tis. It's going to be adapted in the United States. In fact, it beat Titanic in terms of financial revenues. Danny Boone? Sorry. Sorry to Titanic. James Cameron, if you see me, sorry. En sortie de plateau, promis, nous, on lui posera une question en français. Bonjour. Ça fait quoi cette notoriété médiatique internationale? C'est super, je suis très content, je suis très heureux, ça met en valeur la culture française. C'est la classe quand même, CNN. C'est pas mal, ouais. Toute la semaine, CNN aura consacré 6 heures par jour à la France en recevant des personnalités de tout horizon. On essaie de représenter la France sous tous ses angles. On ne veut pas la caricaturer, on veut pas surtout ne s'intéresser qu'aux politiques. Nous, on est des observateurs. On vient ici une semaine, on n'est pas dans une position de dire avec autorité qu'est-ce qui se passe en France. Demain au Sénat, un débat sera organisé avec un panel de la France tel que CNN l'aperçoit. Sont invités entre autres Amélie Mauresmo pour le sport, Luc Besson pour le cinéma et Marie Drucker pour les médias. À France Télévisions, Exit, Esprit Libre, il prépare une nouvelle émission pour le dimanche après-midi à Europe 1, où on le retrouve chaque soir. Changement de direction cette semaine. Guillaume Durand est au cœur de l'actualité média. Comment vit-il tous ces changements? Comment voit-il son avenir sur le service public et à la radio? Nous allons lui demander. Guillaume Durand est sur le plateau de Plus Clair. Bonjour Guillaume Durand. Bonjour Charlotte. Installez-vous, je vous en prie. Voilà, je vais essayer de ne pas tomber. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Alors, vous êtes un pilier d'Europe 1. Vous avez même débuté votre carrière de journaliste en 78. Aujourd'hui, vous avez la tranche 18-20 heures tous les soirs. Cette semaine, coup de tonnerre, le patron, Jean-Pierre Elkabbach, s'en va. Comment vous avez réagi ? Écoutez, Jean-Pierre, je le dis d'autant plus facilement que je ne suis pas certain qu'il ait une grande passion pour moi. C'est un grand journaliste. Pourquoi il n'a pas une grande passion pour vous ? Non, mais je veux dire que c'est pas, je suis pas en train de faire du pathologique, mais je veux dire, je tiens à dire aujourd'hui, chez vous, parce que beaucoup de gens sont ironiques à son égard ces derniers mois, ces dernières années. C'est un très grand journaliste, il va rester journaliste à Europe. Je pense que c'est très bien que des gens plus jeunes arrivent et dirigent cette station, qui est quand même une des marques phares de l'audiovisuel depuis des années. Il faut réinventer l'avenir d'Europe dans l'indépendance, pas comme RTL, pas comme RMC, il faut réinventer Europe 1. Est-ce que vous pensez que c'est l'annonce prématurée de la mort de Pascal Sevran à l'antenne, c'était le 21 avril, qui a compliqué les rapports avec les équipes et qui a précipité son départ ? Ça a forcément joué un rôle. Vous savez que moi je suis le dernier des hypocrites, je ne vais pas vous raconter des mensonges. Ça a forcément joué un rôle. De la même manière que l'indépendance nécessaire à retrouver de la station a forcément joué un rôle, parce que c'est vrai qu'on a eu quelques problèmes pendant la campagne électorale. Je le dis d'autant plus que je n'y étais pas. Mais je rappelle, on a accusé ou soupçonné la rédaction d'Europe 1 d'être du côté de Sarkozy. Je les connais, je les défends. Ils sont des gens jeunes. Ils le supportent très très mal tout ça. Ils le vivent extrêmement mal. Et ça va changer. Et c'est très important. Ça va changer avec l'arrivée d'Alexandre Bompard, qui quitte son poste de patron des sports à Canal+, pour prendre la direction d'Europe 1. Mais c'est un peu comme une équipe de foot. Ce qu'il faut, c'est qu'une bonne ambiance revienne. Esprit Libre, c'est fini. Le rendez-vous culturel du vendredi soir sur France 2. Comment vous l'a-t-on appris ? Bon, je l'ai appris dans les journaux, je l'ai appris par mes patrons. Enfin, il n'y a pas eu de drame. Dans quel sens ? Les journaux d'abord, les patrons après ? Non, tout ça un petit peu en même temps. De toute façon, on savait qu'il y avait une volonté de redessiner le paysage culturel de France Télévisions. Tout le monde le sait. Il y a des gens qui s'en sont chargés, du côté de la présidence de la République, la chaîne y réfléchit aussi. Je crois que pour France 2, le tournant culturel est très important. Il va falloir aller de plus en plus dans ce sens-là. Ça marche plutôt pas mal, il y a qu'à voir le théâtre.
il y a qu'à voir les grandes séries. Donc ils veulent redéfinir tout ça. Moi, j'ai aucune amertume, parce que ça fait 7 ans que je fais ça. Bernard Pivot a tenu 20 ans, mais dans un contexte qui était un peu différent. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Trop élitiste, pas assez populaire? Trop élitiste, moi je le revendique. Vous avez dit par exemple, je ne ferai pas ce que Ruquier fait pour vendre des livres. Est-ce que vous avez refusé de faire certaines concessions pour élargir votre public? Un jour, j'ai regardé à la télévision Salman Rushdie qui rentre dans une émission, c'était chez Laurent, et Christine Bravo, qui en plus aime les livres, a commencé à donner des leçons de littérature à Salman Rushdie. Moi, je suis beaucoup plus modeste que ça. C'était pas du tout contre Laurent, je disais ça. C'est qu'il y a un espèce de système, vous avez des producteurs qui sont cachés derrière nous, qui disent, bon, Salman Rushdie, c'est vrai, c'est bien, c'est sérieux, c'est magnifique. Je crois que le livre s'appelait Fury. Mais il faut quand même que tu le secoues un peu, autrement on va s'emmerder. Mais moi, je veux pas faire ça, parce que je veux dire, je vais pas commencer à poser des questions absurdes à Modiano uniquement pour qu'il y ait un événement de plateau. Donc, effectivement, j'assume totalement d'avoir fait des émissions tranquilles. Je prends par exemple l'exemple de Modiano. Pendant 1 heure, il a pu parler. Tranquille, ça veut dire une audience entre 400 000 et 600 000 téléspectateurs, entre 400 000, c'était la dernière émission, parce qu'elle a été déprogrammée. Mais pendant des années, parce que c'était dans mon contrat, il fallait qu'on fasse plus de 10% de part de marché. Donc c'est vrai que depuis qu'on est passé à 22h30, c'est-à-dire on est en plein dans le prime time de la Une, c'est beaucoup plus compliqué, mais il faut l'assumer. Et même si on doit tout d'un coup mettre fin à tout ça, d'abord c'est pas un drame. Je suis très content que Picouli, Demorand et les autres Alors Nicolas Demorand et Daniel Piccoli, c'est donc ceux qui vont reprendre cette case culturelle en alternance le vendredi soir. Vous en pensez quoi? Mais moi, je trouve ça très bien. Ils vont apporter leur énergie, leur envie, leur sensibilité. Moi, je leur transmets le flambeau. Je les inviterai à dîner et je suis absolument ravi. Donc, ce que vous dites, c'est que la culture à France 2 a encore sa place et une belle place. Bien sûr. Mais vous savez, regardez, tous les gens. Je vais donner un exemple simple. Alors, moi, j'aime beaucoup Drucker, comme tout le monde. Mais Michel, depuis les années 60, avec Hallyday, les grandes stars, il est toujours là. Si on prend les gens qui font des émissions culturelles à la télévision, Pierre Dumaillet, Bernard Pivot, Frédéric Mitterrand, Laura Adler, Michel Field, ce sont tous des gens qu'on a accueillis avec des applaudissements et à la fin on leur dit mais vous ne faites pas assez d'audience. C'est le même destin pour tout le monde. Mais c'est pas grave. Frédéric Mitterrand est à la Villa Médicis, Michel Field est sur LCI, moi je vais faire une émission, je l'espère, magnifique sur le service public, donc on va quand même pas se plaindre que le flambeau soit passé, qu'on ait fait des émissions passionnantes, et moi ça m'a enrichi, parce que ça fait quand même longtemps que je fais de la télévision. Mais on peut se poser certaines questions avec la réforme du service public. Alors, dans sa lettre de mission, le président de la République dit il faut de la culture en prime time, et puis Julien Courbet arrive, votre principal concurrent, que vous présentiez. Avec Modiano face à Julien Courbet, c'est vrai que c'est compliqué. Et là, c'est Julien Courbet qui arrive sur France 2. Ça vous inspire quoi? D'abord, puisque Julien Courbet ne sera plus le vendredi soir, ceux qui font les émissions le vendredi soir n'auront pas cette espèce de tank, je dis ça gentiment, de l'audience face à eux. Donc tant mieux si ça redouble l'audience de Demorand, Picouli et les autres. Je pense qu'il y a une stratégie assez claire, c'est que comme l'idée c'est quand même de supprimer la pub après 20h, autant en récupérer avant, comme Courbet fait de l'audience, on va essayer de récupérer de l'audience avec Courbet avant 20h pour pouvoir s'en dégager après. On vous retrouve le dimanche après-midi à la place de Stéphane Bern. Vous proposez l'objet du scandale Quezzaco. Alors l'idée c'est de faire nouveau, c'est de faire un talk-show culturel, de société, mais qui repose sur une idée que j'ai eue en 2002, qui consiste à amener, si c'était le plateau ici, un objet qui fait débat dans la société, de tous les domaines de la société, et d'en bavarder. Alors, exemple, si on parle de pollution, un 4x4, les Ray-Ban de Sarkozy, et puis les demoiselles d'Avignon, les colonnes de Buren, les grandes plaques de Serra, et on va les mettre là, et vous, moi, tous ceux qui seront ici vont dire on aime, on n'aime pas, pourquoi ça nous pose un problème, pourquoi la Ray-Ban est tout d'un coup devenu le symbole soit du pouvoir, soit du bling-bling, pourquoi ces 4x4 sont devenus les objets qui transportent des familles de bobos en plein dans un centre urbain, alors qu'au départ c'était des voitures militaires à la campagne, et on va, je l'espère, beaucoup s'amuser. Merci beaucoup Guillaume Durand d'être venu sur le plateau de Plus Clair nous parler de votre actualité. Merci beaucoup. À suivre, le zapping, l'ITV Télé cette semaine, le flingueur Stéphane Guillon et l'homme de la météo, Sébastien Follin. Vous retrouverez aussi l'Observatoire des séries avec de l'échangisme en prime, c'est chaud. La télé des voisins, quand les Anglais enlèvent le haut et le bas. Et la webzone avec la success story de Rob Murren, le danseur phénomène du net. Et bien sûr, notre invité PPDA, c'est juste après la pub.
Retour sur le plateau de Plus Clair et tout de suite, comme promis, le zapping. Quand deux personnalités de la télé font les questions et les réponses, ça donne l'ITV Télé cette semaine Stéphane Guillon et Sébastien Follin. On regarde. L'émission à laquelle tu ne participeras jamais. Toutes les émissions présentées par Sébastien Coé. C'est mon côté Eline Renaud. T'arrêtes la télé demain, tu fais quoi? Je bulle. Avec quelle personnalité t'as-t-on déjà confondu? Olivier Adriaco. Est-ce que tu kiffes Ingrid Chauvin? Je ne vous dirai aucun mal sur Ingrid Chauvin. Comme m'a dit Guy Bedos dernièrement, méfie-toi de cibles trop faciles. Il m'a dit, méfie-toi de cibles trop faciles. Voilà. Quel est l'animateur télé que tu aimerais relooker? La voix off de Chasse et Pêche. Est-ce que tu demanderais à Valérie Damido de redécorer ton appartement? Non, un appart, on y vit, il faut que ce soit d'un minimum de bon goût. Quel est l'animateur ou l'animatrice le mieux habillé? Magloire. Quel est l'animateur ou l'animatrice du PAF là où le plus mal habillé? Nagui, mon ami Nagui. L'émission de télé que tu aurais aimé inventer? Les Enfants du Rock. Quelles sont les initiales de ton pire ennemi dans le PAF? Je ferai la même réponse que Sophie d'avant. SG, je peux pas le blairer non plus. Quelle est la critique qui t'a le plus blessé? C'est vos vrais cheveux? Quelle est l'émission que tu regrettes de ne plus voir dans le PAF? La chance aux chansons. Pour quel produit accepterais-tu de faire de la pub? Un peigne électrique. Tu découvres que derrière le Père Noël se cache un animateur télé. Ce serait qui? Jean-Luc Delarue. Je pense qu'il serait capable de mordre les enfants. Chante-moi ton générique télé préféré. Tintin, tatin, tatin. Si la télé était un objet? Un Magimix. C'est très utile, mais faut pas mettre la main dedans. Voilà, interview croisée réalisée par Alexandre Pérez. Vous retrouvez Sébastien Follin dans les bulletins météo de TF1 et tous les dimanches dans Vidéo Gag. Stéphane Guillon est lui aux côtés de Thierry Ardisson le samedi sur Canal+. Salut les terriens, c'est à 19h15 et vous pouvez le retrouver dans son spectacle En avant la musique au Casino de Paris en novembre. 2008 aura été l'année du sexe dans les séries. Il a débarqué partout, surtout sur les chaînes câblées américaines, mais là, il arrive sur un grand network. Depuis jeudi soir, CBS programme Swingtown. Bienvenue dans l'Amérique des années 70, parenthèse enchantée, où la devise « Aime ton prochain » devient « Aime ton voisin ». L'échangisme dans la banlieue de Chicago, il fallait oser. CBS l'a fait. Vincent Calvet. Jeudi soir, sur la chaîne américaine CBS, on nous a fait comme une drôle de proposition. Swingtown, c'est une nouvelle série qui a beaucoup fait parler d'elle avant sa diffusion. Normal, dans cette chronique d'une banlieue de Chicago des années 70, les drogues et l'amour à plusieurs sont menées courantes au sein d'une certaine bourgeoisie américaine. Avant sa diffusion, Swingtown avait relancé le débat sur l'omniprésence du sexe dans les séries. Your wife's gonna kill me. My wife is gonna love you. C'est vrai que cette saison télé nous en a fait voir de toutes les couleurs. Mais si d'habitude les séries sulfureuses sont programmées aux States sur le câble, Swingtown, elle, est diffusée sur un network. 8,5 millions d'Américains ont suivi ce premier épisode. Why don't the four of us go someplace a little quieter? Un bon score pour une série qui joue principalement sur la nostalgie d'une époque que l'Amérique d'aujourd'hui avait bien failli oublier. On est dans un quartier résidentiel chic de la banlieue parisienne. C'est dans cette maison que se tournent aujourd'hui des scènes de la seconde saison de la série Fais pas ci, fais pas ça. Don't do this, don't do that. Là, on est chez les Boulets. Tu vas pas nous mettre en maison de retraite? Bah pourquoi pas? C'est sympa les maisons de retraite, je dirais, plein de gens, tout. Mais quoi? Fais pas ci, fais pas ça est apparu sur France 2 au mois de septembre dernier, soit le quotidien de deux familles, les Lepic et les Boulets, aux méthodes d'éducation bien différentes. La série diffusée le samedi à 19h a connu des audiences plutôt décevantes pour la chaîne. J'espère qu'en passant en prime time, on va avoir plus de chances d'avoir des téléspectateurs fidèles. Et oui, ces nouveaux épisodes seront cette fois diffusés le mercredi soir en prime time. J'avais super le trac avant de recommencer.
Rien d'y penser, ça. Parce que la première saison était pas mal, donc il faut que ce soit mieux, et puis il faut que ce soit bien pour que peut-être il y ait une troisième saison, donc je sais pas, enfin... Pas étonnant que France 2 ait voulu voir la suite. Malgré de faibles audiences, la série a eu un bel accueil critique. Les gens qui voyaient trouvaient ça vachement bien. Il y a une seule personne qui n'a pas aimé, c'est Joe Star, qui m'a dit j'aime pas ton truc là. Ah, c'est vrai? Sinon, ouais. Non mais c'est marrant, j'imagine en train de regarder, moi je trouve ça assez anecdotique. Il a dû zapper. Si, il a regardé, il fait ouais, non, j'aime pas son truc. Elle est enceinte, Denis, elle est enceinte, c'est sûr. Calme-toi. Tiffaine, ouvre à Denis. Le tournage va se poursuivre jusqu'au début du mois d'août. Quant à la diffusion sur France 2, la date n'a pas encore été fixée. Il faudra sans doute attendre l'année prochaine. Faites pas ci, faites pas ça. C'est désormais officiel, le groupe Toy Boys a décidé de se reformer. Vous vous souvenez de Toy Boys, ce boys band anglais composé de 5 jeunes ados qui cartonnaient en 88 avec ce tube I Like You Girl? Non, c'est normal, le groupe n'a jamais existé. Toy Boys, c'est une série anglaise diffusée sur le web sous la forme d'épisodes très courts où l'on suit le comeback improbable de ces has-beens. The record company's thinking about giving I Like You Girl a re-release. Which is great, because some of us really need the money. Là, ils répètent leurs futures interviews avec la presse. It's probably best to say that you're really happy with the solo successes achieved since the band split. Right. What did I say? I can tell you about Reese Phillips, right? He's a cunt. He's a fuck. Au générique de cette mini-série, on trouve plusieurs comédiens vus dans la version anglaise de The Office. Yeah, okay, play the game. Une mauvaise nouvelle quand même, le groupe n'a visiblement pas prévu d'enregistrer un nouvel album. New material? Have you seen them? Journaliste et écrivain, star inamovible de l'info et passionné de littérature, PPDA est doublement comblé. 20 ans de JT, 20 ans d'émissions littéraires sur TF1. Il va les fêter à sa façon alors que sa chaîne vit une profonde remise en question et visiblement il n'a pas encore décidé de tourner la page. Émission anniversaire le 16 juin, ses projets pour la saison prochaine, il va nous en parler. Patrick Poivre d'Arvor est notre invité. Bonjour. Bonjour Charlotte. Vous allez bien? Ça va très bien. Un anniversaire, ça fait toujours plaisir. Le lundi 16 juin, vous fêtez les 20 ans de vos émissions littéraires sur TF1. Alors c'était d'abord Ex Libris et puis c'est devenu Vol de nuit. Vous avez imaginé une émission spéciale pour fêter cet anniversaire. Qu'est-ce que vous avez préparé? Pour les 10 ans, j'avais fait les éditeurs, tous les éditeurs. Pour les 15 ans, j'avais fait les différents animateurs d'émissions littéraires. Et puis, pour les 20 ans, là, je fais les critiques littéraires. Leur panorama, les 20 ans, comme ils voient ce qui s'est passé en littérature. Et puis, il y a beaucoup de jeunes qu'on a invités, d'un collège notamment, qui nous donneront leur coup de cœur. Et vous allez voir, c'est assez impressionnant, la maturité de ces jeunes et la passion qu'ils ont pour la lecture. Moi, j'ai été emballé par cette émission. Vol de nuit, 20 ans que ça dure. C'est reconduit l'année prochaine. Vous continuez? J'espère. En général, je n'en parle qu'après la dernière émission. Donc, après le 16 juin, j'en parlerai avec mes patrons. Et est-ce que vous discutez justement avec vos patrons de l'horaire? On sait que c'est un sujet de débat parce que minuit et demi à peu près, c'est vrai que c'est très tard. Oui, mais alors, c'est vrai qu'on s'est calé sur un horaire, une troisième partie de soirée qui est assez convenable quand même parce qu'il y a beaucoup de gens. D'abord, le public est très fidèle. La fois dernière, je sais pas... 19%, je crois, ou 20% de... Oui, c'est ça, 19%. Voilà, 19%, c'est pas mal. Franchement, pour une émission culturelle, je peux vous dire que il y en a pas beaucoup. Et puis 600 000 téléspectateurs, c'est beaucoup. Donc, peut-être qu'on les aurait... À cette heure-ci, bien sûr, c'est beaucoup. Oui. Mais peut-être qu'on les aurait pas de la même manière. Moi, j'aimerais bien que ce soit un peu plus tôt. Vous voyez, par exemple, 11h30, j'adorerais. Mais bon, c'est un horaire bâtard qui n'existe pas pour l'instant. Vous parlez souvent de ce que vous devez aux livres et aux écrivains et vous ne cessez d'écrire. Dernier ouvrage en date, Horizon lointain, mes voyages avec les écrivains. C'est un livre magnifique, je dirais même presque une sorte d'album où vous avez fait un choix très, très subjectif de destination, de parcours avec de grands écrivains pour guide. Alors ça va de Chateaubriand à Saint-Exupéry en passant par André Malraux, Joseph Kessel, Albert Londres. Ce sont tous, ou pour la plupart,
ce qu'on pourrait appeler des écrivains journalistes. Alors c'est d'abord des écrivains voyageurs. Ils ont tous beaucoup voyagé et c'est ça au fond que j'ai souhaité mettre un petit peu en lumière. J'aime bien cette idée de sauter de l'un à l'autre, de développer, d'aller dans d'autres imaginaires et d'aller dans les évasions tout court, simplement. Personnage très important dans votre panthéon et dans votre vie, Saint-Exupéry. Oui. Il est dans ce livre, il est également l'un des personnages centraux d'un autre ouvrage qui s'appelle Petit Prince du désert. C'est aux éditions Albin Michel. Une fable que vous dédiez d'ailleurs à votre fils. Il est question de solitude, il est question aussi de voyage. C'est central chez vous. À propos de voyage, ça ne vous manque pas le grand reportage? Vous n'avez pas des fourmis dans les pattes aux 20h? Souvent. Alors, je comble comme je peux en partant pendant 3 jours, c'est pas beaucoup, le vendredi, samedi, dimanche, en allant sur place, en étant ambassadeur de l'UNICEF, en allant faire des missions pour Reporters sans frontières. Donc, c'est très bref, je reconnais, mais en même temps, quand même, je m'immerge et je suis heureux. J'ai gagné un concours qui m'a permis de devenir justement journaliste, ça s'appelait Envoyé spécial, et je crois que je suis, au fond de moi-même, resté assez envoyé spécial. Parlons de votre 20h et de TF1 en général. Alors, je ne sais pas si à force ça vous fait sourire ou ça vous agace profondément, les articles de journaux, les commentaires, les rumeurs qui reviennent régulièrement. Dernier article en date, on peut lire par exemple dans le Canard enchaîné que Nonce Paolini, qui est le patron de TF1 depuis 1 an maintenant, vous a dans le collimateur et que vous vous rapprochez de France 2. Pas du tout. Alors, ni l'un ni l'autre, je suis désolé, mais en ce qui concerne France 2, je connais ses dirigeants et France Télévisions, même tout court, depuis très très longtemps, sont des amis, tout ça. Bon, ça ne m'empêche pas de savoir très bien que j'ai envie de les battre tous les soirs, mais par ailleurs, de jouer au tennis avec eux, et parfois il leur arrive de me battre d'ailleurs. Alors le tennis justement, le tennis justement, ce qui a fait parler, ce qui est relaté dans cet article du Canard enchaîné, c'est que vous avez passé l'après-midi à Roland-Garros, dans la loge du PDG de France Télévisions. Alors, c'était pas sa loge. Non, c'était pas sa loge. Donc je fais très attention. Je suis sur territoire neutre. C'était dans la loge présidentielle. Dans la loge présidentielle. Et il était même pas exactement à côté de moi. Nous avions volontairement laissé un petit siège entre les deux. Pour montrer. Alors et là, c'est stratégique, c'est symbolique. Non, mais on se connaît depuis si longtemps. Moi, j'ai une amitié profonde pour lui, des racines et des ailes. J'aime vraiment beaucoup j'aimais beaucoup cette émission et je l'aime beaucoup d'ailleurs présentée par Louis Laforge. Je ne veux pas renier mes amitiés, mais simplement, on peut faire la distinction entre ce que l'on vit comme ça, dans l'amitié, et dans la vie professionnelle. Dans la vie professionnelle, je suis très fidèle à TF1, ça fait quand même 21 ans que ça dure. Donc, et les promotions n'ont pas manqué, je les ai toujours déclinées. Ce qui déclenche peut-être les commentaires et ce qui sème le trouble, c'est vos dernières déclarations dans Le Parisien. Vous avez dit « Je peux être tenté par une nouvelle aventure ». Oui, mais c'était pas du tout, alors pardonnez-moi, c'était pas une bonne interview. Je veux dire, c'est l'interview tronquée. J'aime pas quand les choses sont... À chaque fois qu'il y a des questions qui sont posées, par exemple, on me dit à un moment donné, et on vous a vu à Cannes avec les dirigeants de France Télévisions. Je réponds, oui, bien sûr, on fait partie du même prix, le prix François Chalet. Et je dis, je les vois, comme j'ai vu il y a 2 mois Nicolas de Taverneau. Je l'ai pas vu à Cannes, d'ailleurs, je ne sais même pas s'il y était. Par ailleurs, quand je dis, je peux être tenté par d'autres aventures, oui, j'ai dans la tête d'autres aventures, mais qui ne sont pas télévisuelles. Robert Namias, le directeur de l'information depuis 1992, donc ça fait 16 ans, dit lui-même qu'il ne sait pas où il sera l'année prochaine. Les dernières indiscrétions parlent d'un départ le 14 juillet. Alors j'imagine que vous n'en parlerez pas tant que ça ne sera pas fait. C'est surtout à lui d'en parler. Mais si ça doit être fait, il en parlera. Mais quand il l'a dit, en tout cas, qu'il ne savait pas où il serait l'année prochaine, c'est sans doute vrai. Est-ce que vous vous préparez à ce départ et au bouleversement que ça peut déclencher au sein de la rédaction de TF1 ? Écoutez, je pense qu'il y a une telle solidité dans la structure de l'information à TF1, qui est, je vous le rappelle, quand même dominée par les 2 principales éditions, 13h et 20h, qui elles-mêmes sont dirigées par leurs présentateurs, ce qui est un système assez nouveau par rapport à ce qui se passe sur les autres chaînes. Bon, dans la mesure où ça c'est solide, où c'est du béton, si je puis dire, pour faire sourire, il n'y a pas de raison d'être inquiet. Encore un dernier mot sur TF1. Robert Namias est avec Jean-Claude Dacier, le patron d'LCI, et Claude Cohen, la patronne de la publicité à TF1, l'un des derniers représentants de l'ère Moujotte. Est-ce que vous avez le sentiment parfois d'être le dernier des Mohicans de cette ère Moujotte au sein de la maison TF1 ? Non, mais je ne sais pas combien de collaborateurs qui ont été engagés par Étienne. Il doit y avoir 3500 collaborateurs en tout à TF1. Il y en a...
à mon avis, un bon paquet, genre 3000, qui sont là depuis longtemps, et c'est ce qui fait la force de la chaîne. Non, je ne peux pas penser un instant qu'il puisse y avoir une chasse aux sorcières. Non, je crois franchement qu'il faut savoir reconnaître tout ce qu'ils ont apporté, c'est incontestable, aussi bien Patrick Lelay que Étienne Moujotte, et puis il faut savoir aussi que voilà, une page est tournée, que donc on en ouvre une autre, et voilà. Les coups contre la chaîne sont parfois rudes. Est-ce que vous confirmez ou vous démentez l'information selon laquelle vous avez porté plainte contre l'éditeur du livre Madame, Monsieur, Bonsoir? Mais je l'ai toujours dit. Le soir même du jour où j'ai appris que ce livre paraissait, c'est-à-dire en janvier, j'ai dit que s'il s'agissait, et c'est le cas, de vie privée, on m'a prétendu malade dans ce livre, enfin des horreurs épouvantables. C'est prétendument écrit par 5 journalistes anonymes. Vous avez attaqué l'éditeur? Je sais que ce n'est pas le cas, donc voilà. Je pourrais en dire autant de l'éditeur. Vous savez, j'ai appris tellement de choses sur lui entre-temps, des monceaux d'informations me sont arrivées. Donc on verra bien. La justice tranche. Dès qu'il s'agit de vie privée, je suis absolument, de ce point de vue, j'ai pas changé, que ce soit dans un livre ou dans un magazine, j'attaque. C'est normal, il y a des lois pour ça, et je pense que toute façon de les contourner, c'est pas satisfaisant. C'était une des exceptions françaises. Gardons-la, cette exception-là. Merci d'avoir répondu à nos questions, Patrick Poivre d'Arvor. On va passer à notre télé des voisins. La chaîne britannique ITV1 fait le pari de déshabiller la population britannique. À quoi ressemble le corps des Anglais? Quelles sont ses mensurations moyennes? Pour le savoir, ITV a recruté des centaines de volontaires, leur a demandé de se mettre tout nus et les a réunis pour une gigantesque sculpture humaine. Même les 2 présentatrices ont joué le jeu. Julien Dugast. Cette semaine, sur ITV1, les Anglais ont pu découvrir un nouveau programme, The Great British Body. Le concept de ce 3 x 60 minutes diffusé en prime time lundi, mardi et mercredi est finalement assez simple. We need hundreds of you to come with us to make up a living, breathing sculpture. And there is a hitch. And the hitch is that along with Trini and I, you have to get naked. Et oui, Susanna et Trini, les 2 présentatrices, parcourent la Grande-Bretagne avec une quête, convaincre des hommes et des femmes de se dénuder. Ensuite, elles mesurent, elles analysent, le tout dans un but de se faire une idée du corps anglais type. Are you prepared to strip for us? No, I'm too old. You're too old. But I don't want my great-grandchildren to see. Le programme en lui-même, dans la façon dont il est conçu, c'est un peu un ovni parce que c'est quand même relativement particulier de voir des tonnes de gens se dévêtir comme ça à l'antenne dans une émission qui passe en semaine en prime. Et les Britanniques sont friands de ce genre d'émission. Ça me rappelle un certain nombre de choses comme cette émission How to Look Good Naked, une émission anglaise à la base qui a été adaptée dans pas mal de pays. Susanna et Trini sont des spécialistes de la nudité cathodique. De l'autre côté de la Manche, elles présentent aussi Trini and Susanna Undress the Nation. En français, Trini et Susanna déshabillent le pays. Bref, elles n'ont aucun tabou devant les caméras. So just my shoulder blade. L'émission surfe de toute façon sur une tendance générale à l'heure actuelle à montrer du sexe un peu partout dans les émissions de télé, et ça dans la plupart des cas sous couvert scientifique. Le fameux alibi scientifique est grainé tout au long du programme. People who have 2 copies of the gene tend to be 3 kilos on average, so it's almost half a stone heavier than people who have no copies of it. Avec de vraies infos qui font réfléchir. The theory is, if this finger here, the ring finger, is larger than this finger here, the index finger, you got more testosterone in your mum's tum, and you're more likely to have male characteristics, okay? If it's the other way around, if it's the index finger that's longer, you got more estrogen, okay? So you're less likely to have those more male characteristics. Ouais. Et pour ceux qui se posent la question, voilà à quoi ressemble le corps anglais type. You are all incredible! Ça impose le respect.
Connaissez-vous le popping? Ni de la breakdance, ni de la tectonique. C'est une danse de rue née à Los Angeles et elle a désormais son ambassadeur. Rob Murren n'a que 20 ans. Ce jeune plombier a d'abord montré de quoi il était capable sur le net avant de participer à l'émission So You Think You Can Dance sur la Fox. Énorme buzz et naissance d'une star. Théodore Bourdeau. Quoi de neuf dans la webzone? Depuis une dizaine de jours, ce danseur est partout sur le net. Rob Murren, 20 ans, a tapé dans l'œil des téléspectateurs du show So You Think You Can Dance, une sorte de nouvelle star de la danse aux États-Unis. Welcome to So You Think You Can Dance. Rob n'est pas un nouveau venu dans le monde de la danse. Sur le net, il se fait appeler Mr. Fantastic. Et les vidéos qu'il met en ligne sur son blog ont fait de lui une des figures du popping. Le popping, c'est cette danse robotique tout en souplesse, pas top pour les articulations, mais qui a convaincu le jury de So You Think You Can Dance. I hope that enough people see it that will realize that either to put you in videos, in movies, in commercials. Sur le net, en tout cas, ces vidéos ont été visionnées plus d'1 million de fois en une semaine. Mieux, Rob le Popper sera de retour dans quelques jours pour la finale de l'émission à Las Vegas. À part ça, dans la webzone, lui, c'est McFly, l'animateur de la matinale de la radio Le Move. Parti. Et cette semaine, McFly nous a envoyé cette vidéo, un clip dans lequel il encourage les étudiants en pleine période d'examen. Il faut absolument que je vais l'avoir mon examen. Et que ça me plombe DSP, y'a que ça qui me fait kiffer. L'animateur est un habitué des vidéos virales Mauvais Esprit. Il avait déjà posté ce clip sur le net au moment de la Saint-Valentin. Moi, je suis pas toujours ravi de mon chapitre d'amour. Avec son look de cancre, on doute que McFly inspire les futurs bacheliers, mais au tableau d'honneur du net, il est premier de la classe. Sa vidéo d'encouragement a été visionnée 15 000 fois en quelques jours. Enfin dans la webzone, voici Trix et Flix, les deux mascottes du championnat d'Europe de football qui commence aujourd'hui en Suisse et en Autriche. Des petits personnages qui semblent avoir trouvé leur inspiration dans ces vidéos qui circulent sur le net. Du foot en version acrobatique ou remixé à la sauce capoeira. On espère en tout cas que ces images inspireront les joueurs de l'équipe de France. Voilà, plus clair, c'est fini. Tout de suite, un café et l'addition en compagnie de Pascal Clark. Vous pouvez retrouver les meilleurs moments de l'émission sur canalplus.fr à samedi prochain, 12h45. Et d'ici là, ouvrez grand vos yeux.